La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour et bonjour l'Afrique. Alors toujours Grand Angle, avec moi mes deux compères, et je suis le plus chanceux de les avoir avec moi à chaque fois. Du Canada, nous recevons Dr Ahmed Ben Saada. Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour Monsieur Mediouni, bonjour l'Afrique et bonjour aux éditeurs. Merci, et puis avec moi toujours Monsieur Zine Sharfawi. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Chers amis africains, chers frères, aujourd'hui, Grand Angle, nous voudrions le consacrer et mettre justement le conflit soudanais sous cet angle-là de notre émission. Le Soudan, la guerre des généraux qui tourne au pire. 4 mois de combat entre les factions militaires rivales ont déjà fait des milliers de morts et 3 millions de déplacés. Pire, il réveille des conflits ethniques, terreau d'un génocide il y a 20 ans. Alors, pris au piège par la guerre fratricide entre militaires, Khartoum et ses 4 millions d'habitants avant le conflit entament leur 4e mois sous les bombes, confrontés à des coupures d'eau, d'électricité et un ravitaillement aléatoire. Ce Soudan, plusieurs tentatives ont été entamées pour mettre autour de la même table les deux protagonistes, à savoir le général Burhan, qui est le chef d'état-major de l'armée, et qui est l'ami, le frère du général Hemiti. Oui. C'est les deux qui ont participé au coup d'État contre Omar al-Bashir. Et, dans l'histoire, il ne faudrait pas oublier que c'est Omar al-Bashir qui a mis en place des forces d'intervention rapide pour le Darfour. Alors, ce Soudan qui a déjà subi une partition entre le Soudan Nord et le Soudan Sud, l'histoire du Darfour, elle est là pour nous rappeler, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance à la paix dans cette région? Et pourquoi tant d'effusions de sang dans nos frères soudanais alors que la paix, elle est possible? Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Pour entamer justement cette problématique sous cet angle-là, dans notre émission Grand Angle, si M. Sharfawi le permet, je donnerai la parole d'abord à celui qui est au frais, parce que ses idées sont fraîches, il est à 28 degrés. Je la donne au docteur Ahmed Ben Saada. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, ce problème, en fait, ce qu'il faut dire sur le Soudan, c'est une histoire dramatique. Le Soudan est un pays qui était naguère le plus grand pays d'Afrique, avec 2,5 millions de kilomètres carrés, qui a des richesses, qui est traversé par un fleuve mythique qui est le Nil, qui a des réserves pétrolières, qui a des terres arables. Et malgré tout ça, c'est un pays qui a connu de nombreux soubresauts politiques. Je rappelle que le Soudan a connu un coup d'État en 1958, en 1969, en 85, en 89 et récemment en 2019 et aussi en 2021. Donc c'est un pays qui a beaucoup de problèmes malgré toutes ses richesses. Et ce qu'on voit actuellement, c'est dramatique dans la mesure où c'est une guerre civile qui oppose des frères et qui sont en train de détruire leur pays, probablement aidés par des puissances étrangères. Donc, voir des frères qui font partie de la Ligue arabe, ce pays fait partie de la Ligue arabe, se détruire de la sorte, ça fait très mal au cœur. Autre chose, tout récemment, donc en 2011, ce pays a été amputé d'une grande partie de son territoire par la création d'un nouveau pays qui est le Soudan du Sud. Et le Soudan du Sud a aussi, la création du Soudan du Sud a aussi amputé le Soudan dans son ensemble de 75% de sa production pétrolière. Donc, avec tous ces problèmes qu'il y a,
il faut y ajouter cette guerre civile entre des frères. C'est très très douloureux à regarder et à constater. En plus, ce conflit qui est un conflit donc qui n'est pas anodin parce que il s'agit d'un conflit qui peut avoir des répercussions sur les pays environnants. Je rappelle que le Soudan a des frontières avec 7 pays, l'Égypte au nord, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, le Tchad et la Libye. Et dans son conflit avec le Darfour, qui est une des causes du conflit actuel, comme on pourra le débattre plus tard, il y a des ethnies qui appartiennent à différents pays et qui sont plus ou moins aidées par d'autres pays. Donc, le problème soudanais est un problème extrêmement complexe et nous espérons que ces enfants, ces militaires, ces politiciens pourront s'asseoir à une table et trouver rapidement une solution à leur conflit. Ben oui, justement, 3 millions de Soudanais déplacés par les combats. Le bilan actuel de 3 000 morts est bien en deçà de la réalité. 3 millions des 45 millions de Soudanais ont quitté leur foyer pour échapper aux combats, mais aussi aux viols, pillages, exécutions qui se multiplient. Plus de 700 000 Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins comme le Tchad ou l'Égypte. Oui. Quoi, c'est une catastrophe humanitaire aussi, hein, n'est-ce pas, Zine Chalfaoui? Absolument, c'est une catastrophe, c'est une tragédie. Comme vous venez de le dire, malgré les annonces répétées de cessez-le-feu, les combats entre les deux factions militaires rivales qui ont éclaté à Khartoum le 15 avril dernier et qui se sont rapidement étendus à d'autres régions du Soudan se poursuivent toujours. Je rappelle que les combats opposent les troupes des généraux Mohamed Hamdan Daglo et Abdel Fattah Burhan. Ces deux hauts gradés se disputent tout simplement le pouvoir. Ils ont pris en otage tout un pays. Alors pour les civils, eh bien, ils sont pris au piège des tirs croisés entre les troupes des deux généraux en question. Et effectivement, comme vous venez de le dire, les conséquences sont extrêmement dramatiques. Des centaines de personnes ont été tuées. Vous avez avancé le chiffre de 3 000 morts. Et beaucoup d'autres blessés. Il y a des centaines de milliers qui ont été contraints à fuir. On parle de 700 000 réfugiés déjà au Tchad, au Tchad et en Égypte. Vous avez les centres de santé qui ont été attaqués un peu partout dans le pays. Pratiquement à Khartoum, il n'y a plus un hôpital qui fonctionne. Les prix de la nourriture, du carburant et d'autres produits de base ont grimpé en flèche. Il est difficile aujourd'hui de se trouver un peu de semoule à Khartoum ou du pain ou autre. Les combats ont engendré une situation d'urgence humanitaire tant au Soudan que dans les pays voisins tels que le Tchad, le Soudan du Sud, l'Égypte et un grand nombre de personnes ont fui en quête de sécurité. Et les pays voisins sont tellement inquiets de l'évolution de la situation qu'ils ont tenu la semaine dernière un sommet au Caire. Un sommet au Caire qui a regroupé les principaux présidents des pays qui environnent des pays frontaliers, les pays frontaliers au Soudan. Et ils ont dénoncé aussi des cas d'ingérence. Ils sont persuadés qu'en plus de la rivalité qui oppose les généraux Hamdan Daglo et Abdel Fattah Burhan, ils sont persuadés aussi que le malheur des Soudanais vient aussi de l'extérieur. Nous en parlerons, si vous voulez, tout à l'heure. Qui soutient qui fait quoi et qui veut mettre la main sur quoi surtout. Et donc, sans une résolution rapide et pacifique du conflit, les effets seront désastreux pour le Soudan et pour l'ensemble des pays de la région qui étaient déjà confrontés à des déplacements massifs de population, à des difficultés économiques, aux conséquences du changement climatique, avant que la crise n'éclate. Les affrontements entre les forces armées soudanaises du général Al-Burhan et les forces paramilitaires de réaction rapide du général Daglo surviennent déjà alors que le Soudan traversait une crise humanitaire sans précédent depuis des dizaines d'années. Donc la misère, comme le disait tout à l'heure notre ami le docteur Ben Saada, les soucis du Soudan remontent à il y a plusieurs années. Donc la destitution du dirigeant historique et autoritaire Omar al-Bashir en 2019 a suscité l'optimisme quant au retour à un régime civil dans le pays. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.
Cependant, 2 ans plus tard, un coup d'État militaire a dissous le gouvernement civil de transition, provoquant des troubles politiques et économiques et ravivant des conflits intercommunautaires dans la région ouest du Darfour ainsi que dans l'état du Nil bleu et du Kordofan. Bien évidemment, tout le monde espère aujourd'hui que ces nouvelles discussions, je parle des discussions qui ont été entamées au Togo, vont déboucher sur un cessez-le-feu durable car la situation au Soudan est, selon l'ONU, tout simplement catastrophique. Est-ce que cette nouvelle initiative va donner des résultats ? Personnellement, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Mais pour le moment, les protagonistes de la crise ne semblent pas vouloir aller dans le sens d'une logique d'apaisement. C'est ce qui risque de compliquer la situation. Eh ben voilà, tout est dit. Maintenant, moi, la question que je poserai à vous deux, et je laisserai Dr Ahmed Ben Saada intervenir, c'est que voilà, c'est pas un conflit entre deux généraux, c'est un conflit entre deux puissances extérieures au Soudan, qui fait qu'aujourd'hui on utilise le peuple soudanais comme chair à canon. Les enjeux sont énormes. C'est quoi les richesses du Soudan? Pourquoi cette guerre maintenant? Pourquoi ce conflit maintenant? Et qui tire les ficelles? Parce que la solution, et je rejoindrai Dr Ahmed Ben Saada, que les deux frères s'assoient autour d'une table, il faudrait qu'il y ait un embargo sur les armes et les munitions. Parce que si on continue à alimenter ce conflit en armes et en munitions, ça ne s'arrêtera pas. N'est-ce pas, Dr Ahmed Ben Saada? Exactement. En fait, l'ingérence au Soudan ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire nous a montré que, par exemple, le président Jafar Noumeiri était un collaborateur des Américains. Il avait tout l'appui des Américains. Il collaborait avec la CIA. Il a même aidé, par exemple, à rapatrier les Falachas en Israël. Donc, il y avait une relation déjà très ancienne entre le Soudan et Israël. Je rappelle aussi que en fait, dans mes recherches sur le cyberactivisme qui a précédé le printemps arabe, il y a des cyberactivistes soudanais qui étaient très présents avec les cyberactivistes arabes. Il y a aussi un mouvement qui a beaucoup travaillé et qui a été beaucoup aidé par les organismes d'exportation de la démocratie américains qui s'appelle Gerifna, qui a été très présent déjà en 2011, donc pendant le printemps arabe. Vous avez Israël qui a beaucoup aidé le Sud-Soudan, qui l'avait financé, aidé matériellement. D'ailleurs, la preuve, le premier voyage que le président du Sud-Soudan a effectué, c'était pour Israël, et il est considéré comme un allié stratégique d'Israël. Je rappelle aussi que Israël a des bases militaires pas très loin, dans ce qu'on appelle l'archipel des Dahlak, qui appartiennent à l'Érythrée. Donc, le fait d'avoir divisé le Soudan de cette manière-là, ça peut arranger les affaires d'Israël, dans la mesure où elle avait déjà des relations très intenses avec le Sud-Soudan, et maintenant, depuis 2021, il y a eu une normalisation des relations entre Israël et le Soudan. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, la destitution du président Omar al-Bashir est survenue après des émeutes. Et après ces émeutes-là, il y a eu une phase de transition. Donc, on a préféré de faire une phase de transition pour amener un gouvernement civil. En même temps, en Algérie, on a eu des émeutes qui ont abouti à la destitution du président Bouteflika. Mais la solution qui a été choisie, c'était la solution constitutionnelle et non pas la constitution de transition. Donc on voit, quand on regarde les deux façons de gérer les affaires de l'État, on voit bien où est rendue l'Algérie actuellement et où est rendu le Soudan actuellement. Et si on prend, par exemple, tous les gens qui étaient pour, que j'ai dénoncé d'ailleurs dans mon livre, les ténors autoproclamés du Hirak, tous ces gens-là ont beaucoup milité pour la phase de transition. Et moi, je leur dis, regardez ce qu'est devenu le Soudan et vous comprendrez ce que veut dire une solution. Docteur Ahmed Ben Saada, vous et moi, on sait très bien, et puis les Algériens patriotes et sincères savent très bien aussi que ça a été un plan machiavélique pour déstabiliser l'Algérie. Donc la proposition de période de transition ou la constitutionnelle
tout ça, c'était un plan bien étudié pour emmener l'Algérie là où il est le Soudan aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement, voilà. exactement. Donc, on a des cas pédagogiques devant nous, on a des cas historiques, on peut regarder ce qui s'est passé. Et pourtant, sur le papier, je dis bien que sur le papier, la solution, disons, avec une phase de transition, paraît très attrayante. Mais quand on met des gens qui négocient, qui ne peuvent pas s'asseoir à la même table et qui ont des intérêts divergents, ça mène le pays au chaos. La transition doit se faire dans le calme et dans le respect de la Constitution. Et je regrette vraiment que le Soudan soit arrivé à ce stade-là. Je rappelle aussi qu'Israël, d'après des sources bien informées, ont financé les rebelles du Darfour, qui étaient justement en conflit avec les Janjaouides, d'où provient ce général Mohamed Hamdan Daglo, d'ailleurs, qui est surnommé Hamidati. Voilà, donc le conflit soudanais est certes un conflit avec des belligérants internes, mais dans tous les types de conflits, que ce soit au Soudan ou n'importe où dans le monde, il y a toujours des ingérences étrangères qui ajoutent de l'huile dans le feu pour pouvoir justement tirer leur marron du feu. Voilà. يا الخرطوم يا اللي عندي جمالك يا الخرطوم يا اللي عندي جمالك جنة رضوان طول عمري ما شفت مثالك طول عمري ما شفت مثالك في أي مكان أنا هنا شبيت يا وطني زيك ما لقيت يا وطني أنا هنا شبيت يا وطني Oui, parce que les richesses aussi du sous-sol soudanais constituent aussi un des paramètres de la continuité de ce massacre. Parce que finalement, moi je pense toujours aux enfants soudanais actuellement, aux femmes, aux vieux, qui dans ces périodes si difficiles, surtout dans la crise économique mondiale que connaît le monde, et ces populations qui vont s'installer sous la belle étoile dans d'autres pays, pratiquement c'est du génocide tout ça. Ces interventions ont détruit l'Afrique. Les interventions étrangères ont détruit l'Afrique, n'est-ce pas, M. Zinchalfaoui? Oui, les interventions étrangères ont détruit l'Afrique. Il y a manifestement une volonté de détruire aussi aujourd'hui le Soudan. Le Soudan qui était un pays riche. Un pays riche. Le Soudan était connu pour avoir les terres les plus fertiles d'Afrique. Le Soudan est connu pour avoir d'importantes mines d'or. Le Soudan était connu pour ses richesses aurifères et pétrolières. Le Soudan intéresse malheureusement aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais le Soudan est l'un des pays les plus impactés par les changements climatiques. Ce qui fait que l'agriculture qui était florissante il y a 40 ans, etc., ne l'est plus aujourd'hui. La sécheresse a tellement gagné de terrain que certains paysans préfèrent couper leurs arbres pour les vendre comme charbon, plutôt que de continuer à cultiver ce qu'on appelle la gomme arabique, qui sert à fabriquer le Coca-Cola. Ouais. Et donc, oui, effectivement, le Soudan est un pays extrêmement riche. Le Soudan est aussi un pays qui est au plan géopolitique
très important. Il a une porte sur la mer Rouge. Il y a le port Soudan que les puissances, de grandes puissances convoitent. Et moi, je m'interroge sur ce conflit parce qu'il intervient juste au même moment ou quelques mois après que Khartoum ait signé un accord avec la Russie pour l'exploitation du port Soudan. Donc on se demande pour une base navale de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années. D'ailleurs, je me demande si il n'y a pas un rapport de cause à effet entre ce qui se passe aujourd'hui et la signature de ce contrat. Et puis tout à l'heure le docteur Ben Saada parlait de la présence d'Israël en Afrique. Je rappellerai aussi aux auditeurs d'Ifriqiya FM que le général Abdel Fattah al-Burhan a lui-même signé a normalisé les relations du Soudan avec l'entité sioniste. Et je me demande aujourd'hui si ce qui s'y passe n'a pas aussi un rapport aussi avec tout cela. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Alors nous avons le premier niveau d'analyse qui consiste à voir uniquement dans ce conflit, dans cette crise, une guerre de leadership entre deux généraux qui se battent pour le pouvoir. Mais lorsque l'on approfondit l'analyse, comme l'ont si bien montré les pays voisins du Soudan lors de leur réunion au Caire, on se rend compte aussi aujourd'hui que le Soudan est au centre d'une guerre d'influence entre puissances. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi, il n'est pas interdit de penser que les deux généraux aujourd'hui qui se font la guerre ne jouent pas en réalité une guerre par procuration. Donc, si vous voulez, comme le disait le docteur Ben Saada, l'équation soudanaise, un Soudan aujourd'hui, un pays qui est au bord de l'éclatement, il a déjà perdu sa partie sud. Aujourd'hui, si la crise s'exacerbe, si le pourrissement s'exacerbe, nous risquons encore d'assister à un nouvel éclatement du Soudan. Pas uniquement, parce que des spécialistes disent aussi que, au vu de la complexité de la société africaine, et surtout dans cette région, il y a le problème ethnique. Et est-ce que ce conflit ne pourra pas avoir une extension sur les pays voisins ? Et cette guerre pourra aussi concerner les autres pays, parce que là, on est en train de voir, Hamidati, il est soutenu par des tribus qui ne soutiennent pas, c'est toujours le même problème qui se pose dans la région africaine. Et est-ce que, justement, Dr Ben Saada, il n'y a pas risque d'extension de ce conflit vers les pays voisins ? C'est certain, le risque de ce genre de conflit, parce qu'il y a des intérêts, des grands intérêts. Je rappelle que actuellement ou très récemment, l'exportation de l'or soudanais représente 40% des exportations totales. Donc, il y a des intérêts très présents dans ce genre de conflit, en plus, bien sûr, de la position géostratégique du Soudan. Et le Soudan est comme actuellement comme une proie. On est en train de s'arracher des morceaux du Soudan. Et on risque de voir aussi disparaître une grande partie qui est le Darfour, parce que le Darfour est en fait habité par différentes ethnies et dont le positionnement géographique dépasse le cadre du Soudan. Donc, les intérêts des différentes tribus, les intérêts des différents pays auxquels appartiennent ces tribus peuvent avoir une influence non négligeable sur l'issue du conflit. C'est pour cela que je ne comprends pas que des Soudanais qui ont vu, il n'y a même pas, je dirais, 2011-2023, ces 12 années, ont vu la partition de leur pays, qui sont en train de s'entre-déchirer pour des histoires de leadership ou probablement aussi de partage des richesses, de partage des richesses, parce que en fait il faut le reconnaître, le général Mohamed Hamdan Daglo avait la main mise sur les mines d'or, donc et qui a été encouragé par des pays étrangers pour mettre en fait ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'institution militaire au Soudan a des biens, en fait, des biens. Elle a des investissements économiques et commerciaux. C'est comme en Égypte. Comme en Égypte, exactement. C'est l'exemple de l'Égypte, et ça fait qu'il y a des intérêts.
Maintenant, comme on a les deux institutions militaires, les forces militaires du pays et les forces paramilitaires du force de soutien rapide. Paramilitaire, docteur Messaada, c'est 100 000, hein, c'est une armée, ce n'est plus du paramilitaire. Oui, mais c'est-à-dire paramilitaire dans la dénomination, la dénomination, ce n'est pas l'armée du Soudan. Et disons que ces forces-là, je rappelle aussi que Hamidati avait envoyé des milliers de ses troupes pour combattre les Houthis, et qu'il avait même envoyé des milliers de ses combattants aussi pour combattre avec le général Haftar en Libye. Donc c'est comme vous le dites, c'est des forces paramilitaires, mais qui ont un poids non négligeable dans l'équation militaire soudanaise. C'est pour cela que il y a les deux frères ennemis n'ont pas de choix que de continuer à s'entretuer en sacrifiant le peuple. Docteur Ahmed Messaada, Monsieur Zincherfaoui, nous arrivons au terme de notre émission en grand temps. Je voudrais juste vous demander une chose. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier discours du capitaine Brahim Traoré, le président de la transition burkinabé. Je voudrais qu'on débatte de si vous voulez, on l'invitera à travers son discours à être avec nous et voir quelle position a pris le capitaine Brahim Traoré par rapport à l'intervention étrangère. Donc sur ce, mes chers amis africains, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous dis au revoir et puis bonne chance l'Afrique et puis que de belles choses. Au revoir. بتسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي زمن سجم رماد بيحكم الفساد كتر فينا الممات والعملة في ازدياد شبابنا نص صاع والباقي منه ضاع يمكن يكون قدرنا انه نبتدي الصراع بلا لطخت ملامح الأيادي بتسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي يا ربي هم كيف إن شاء الله بس تمام أبوي ويما كيف أخوي واختي سلام قاتلني الشوق شديد ما بردوي بكلام خايف اكون نسيت مفاهيم السلام سوداني بشيل في كياني بوصل الاصالة في المعاني بالثواني لو شمالي بحارب التعالي باعتدالي لو جلو بفرض المودة في شعوبي عمره الذهب ولا النفط يكون سبب هلا عمره القمح ولا الشمع يكون سبب هلا عمره الفحم ولا اللحم يكون سبب هلا عدم علم عدم فهم يكون سبب هلا دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب عدم علم عدم فهم يكون سبب عذاب دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب عدم علم عدم فهم يكون سبب عذاب بلا أهدي لطخت ملامح الأيادي بتسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي بلادي لك أن تختاري وطنا مجيدا وقمع ناري